bon, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de toxic yaoi? Vous savez, les romances entre hommes qui sont toxiques, genre en mode, c'est comme les toxic Yuri, quoi, ça vient du Japon. Les yaoi, c'est les mangas. Cyprien Squeezie, hein, la rupture entre Cyprien et Squeezie, Cyprien Gaming. Alors je sais même pas de quoi parle la vidéo. En vrai, je pense que ça parle de Machinima, mais j'ai vu le machin Cyprien Gaming. Je me suis dit, je ne peux que cliquer là-dessus, tout le monde. Ça va nous faire du bien de sortir un petit peu de nos lores déprimants, d'accord? Parce que là, aujourd'hui, c'était une journée de déprime pure, genre vraiment, enfin, on a commencé sur les actualités, c'était horrible, on a enchaîné avec genre l'article nul de Disclose, et après on a parlé genre de Kurdistan, envie de mourir, quoi. Donc un petit peu de internet, voilà, de trucs internet, vraiment, de notre lore à nous, dans les trucs un peu... Allez, c'est parti. Il y a quelques années, une prise d'otage a éclaté. C'est pas feel good, c'est une prise d'otage la vidéo? Attends, c'est une prise d'otage au sens littéral? Ah. Ah bon? Ah merde. Ah oui, je pensais que c'était genre la prise d'otage de Machinima sur les revenus YouTube. Et comment est-ce que genre la Cyprien Gaming era avait contribué à la mort de Machinima et à l'émergence du modèle économique de YouTube. Rip le bonheur. Ah ouais. Elle est vraiment angoissante. Ah non. 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 Venez, on regarde des glues patates. Non, putain. Bon, bah, c'est parti pour l'horreur, apparemment. Dans des bureaux que tout le monde Le connaît. flair légendaire de Diane. Alors là, je l'ai pas troisième œil du tout, celle-là. Prise d'otage en cours à Paris, au niveau Ah, du merde. 45 rue des Petites Écuries. Ah. Rue des Petites Écuries, c'est la Ah ouais, rue où se bon. trouvait le studio Cyprien Gaming. Une attaque sur des youtubeurs que tout le monde suit. Il voulait choper un de ces gros youtubeurs pour Ah, moi, je voulais parler de la rupture entre Cyprien et Squeezie, des dramas, du... Ah. faire une énorme dinguerie, quoi. Il voulait négocier en disant « Moi, je vous rends Cyprien si vous accédez à mes requêtes. » Tout a démarré de là. Et pourtant, En passant sur la question féminine, ouais, mais le true crime, c'est un truc de gonzesse, non? cette histoire, personne n'en a entendu parler. Il y a quand même un gars qui a attaqué la plus grosse agence de youtubeurs et personne s'y intéresse. Les premières négociations à l'assaut final, tout a été filmé. On n'arrivera pas à le raisonner. Et en fait, en plus, pour de vrai, par contre, dans les trucs qui orbitent autour de Cyprien, j'ai l'impression que il y a plein de choses dont on parle pas beaucoup, ou que tout le monde ignore. Genre, vous êtes au courant pour la boîte qu'a créé Squeezie, Cyprien et Norman Tavo, dont Norman est toujours actionnaire enfin, dans les actionnaires importants, par exemple. C'est une histoire dont on pourrait parler aussi un jour. Et donc, il faut provoquer l'assaut. Chaque minute passée, chaque mot échangé avec le preneur d'otage a été enregistré. Et à ce moment-là, il nous dit, si tes collègues ne reculent pas, Bump, ouais, je crois que c'est ça. je coupe l'oreille d'un otage, ça va finir comme ça. Pour cette enquête, j'ai rencontré tous les intervenants présents ce jour-là. Du chef de la BRI au sapeur-pompier, La vidéo a une partie 2 qui sort demain. Bah écoutez, je pense peut-être on finira la série au prochain stream. du directeur de la police judiciaire au préfet de Paris, Ah, j'ai pas le temps de faire mon méga tunnel sur Bump, d'autant plus que les datas remontent à il y a un an ou deux. Donc, je me souviens plus bien précisément de quoi, mais oui, il y a une des entreprises de l'influence majoritaire en France est toujours. Il y a Norman qui a toujours des parts dedans, quoi. et évidemment les otages. À ce moment-là, moi j'entends j'ai une bombe, je vais tout faire sauter. Avec leurs témoignages, on va revivre en temps réel tout C'est vrai qu'il est discret, Cyprien. ce qui s'est passé. Le risque principal, il faut bien leur dire, c'est le risque d'explosion. Ça va être caution, les gars. Dans ce nouveau documentaire, on va découvrir comment l'homme est entré dans la plus grande agence de créateurs, Il me dit qu'il a un colis pour un youtubeur et il me demande s'il est dans l'agence. quel était son plan initial et jusqu'où il était prêt à aller. Il a un briquet, il y a de l'essence, il y a des otages. À tout moment, il peut allumer avec son briquet et faire exploser le bâtiment. Et comment j'ai réussi à retrouver sa trace On n'a aucune nouvelle, on sait pas où il est. 7 ans après sa disparition. Le sujet présente un niveau de dangerosité psychiatrique très élevé. De son arrestation à son passage en hôpital psychiatrique, Là, vous avez des dizaines de soignants en blouse blanche comme ça qui sortent. jusqu'au jour où j'ai découvert que Il y a même pas de page Wikipédia de Bump, ça m'énerve. il avait été libéré.
Certaines sources indiquent qu'il serait en possession d'une bombe. Vu comment il était armé, il pouvait faire sauter la porte sans aucun souci. Reçu à tous, imminence de l'assaut. J'ai cette vidéo à montrer sur YouTube. Cette enquête, je l'ai commencée il y a 1 an exactement. Et entre les déplacements, le tournage des reconstitutions, les graphismes, le montage, bref, toute la production du documentaire, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et évidemment beaucoup de moyens. À chaque fois que j'ai utilisé cette carte en tournage ou pour mes recherches, on m'a demandé d'où elle dépend une carte. Désolé, Comme quoi, si on t'en a as rien à pas foutre de ça. beaucoup de choses. Ce jour-là, beaucoup de choses ont été dites dans les médias. Désolé, j'étais en train de rechercher les actionnaires majoritaires de Bump pour tenter de balancer des datas, mais j'ai pas réussi. Si quelqu'un a une déterre, je ne trouve pas. Si tu es dans le chat, c'est ton moment. Des demandes pas très claires pour le moment. Personne n'avait les bonnes infos. Il retiendrait donc 2 otages, peut-être même 3. Personne comprenait ce qui se passait. Ces motivations, elles sont pour l'instant assez floues. Et personne savait qui le preneur d'otages ciblait. Il s'agirait d'une agence de communication. 7 ans plus tard, je peux maintenant tout vous dévoiler. Dans mes recherches, en plus des témoignages des autorités, des voisins de l'immeuble et des journalistes sur place, j'ai pu récupérer... Mais je suis sûr de mon info par contre. Genre, je me souviens même avoir eu les statuts sous les yeux et tout. Les images de l'assaut et l'enregistrement audio du preneur d'otages pour vous raconter cette fameuse journée du 12 juin 2018. Et ce documentaire, je l'ai structuré en 3 épisodes. Dans cette première partie, on va voir qui était dans les studios et comment le preneur d'otages a réussi à s'y infiltrer. C'est comme un individu qui a quand même identifié l'endroit où Cyprien faisait ses enregistrements. Avant de comprendre pourquoi la BRI et les sapeurs-pompiers ont dû préparer un plan d'assaut en urgence. Un ou plusieurs assaillants peuvent être cachés. Mais avant d'en arriver là, on va revenir un peu en arrière et se demander pourquoi le preneur d'otages a décidé d'attaquer cette agence. Selon 2 informations, l'homme est entré dans les locaux de Mixicom. Le premier projet avec Mixicom, c'était Cyprien Gaming. C'est hyper bien fini. Bonjour Internet, ça va Squeezie? Ça va. High five de... Ah waouh, Young Squeezie. Oh, c'était la pré-évolution de Squeezie. Mixicom, en 2018, c'est le Pichou de Squeezie. C'est l'agence de tous les plus gros créateurs sur YouTube. Comme Cyprien, Squeezie, Norman, Natou, John Rachid ou encore Le Rire Jaune. La société les aide à trouver des partenariats et à produire leurs vidéos en leur proposant notamment leurs studios qui sont situés à Paris dans le 10e arrondissement. Au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Rue des Petites Écuries. C'est la rue où se trouvait le studio Cyprien Gaming et on est resté ici 2 ans et demi quand même. Ça va être le premier studio créé dans Mixicom, avant de mettre pas très loin celui de Cyprien, qui était en fait collé à celui de Norman. Encore à côté, le studio du show jaune de Kevin, avec en face celui de John Rachid, et le plateau du Latte Show avec Natou, pas loin. En fait, c'est un décor, autour il n'y a absolument rien. C'était l'époque où beaucoup de créateurs quittaient leur appart pour tourner dans un vrai studio, pour éviter que les abonnés trouvent et partagent leurs adresses. En fait, des abonnés avaient repéré notre Ce qui s'entend. adresse, et avec le bouche à oreille, on a eu droit à beaucoup de visites. Je sais que ça part d'une Genre, un peu un enfer. bonne intention. Genre, à cette époque-là, faut comprendre aussi c'est quoi le niveau de popularité de Cyprien. C'était les seuls stars d'internet. Genre, c'était vraiment débile. C'est pour venir prendre des photos avec nous, mais en fait, au quotidien, c'est un petit peu oppressant. Du coup, on pouvait voir les bureaux de Mixicom dans pas mal de leurs vidéos, comme le couloir entre les différents studios, les figurines de jeux vidéo. C'est bizarre ici quand même. Ils sont un peu chelous. Ou encore la cour devant l'agence, qui a la particularité d'avoir des vitres teintées, détail assez important pour la suite. Moi-même, j'y avais garé une voiture pour une vidéo que j'avais réalisée avec Cyprien, Squeezie et le transporteur. Pardon? Avant de tourner la dernière scène devant les entrées du 45 et 47 de la rue des Petites Écuries, à peine quelques mois avant la prise d'otage. Bref, à cette époque, les créateurs passaient leur temps en tournage Il y a pas de doxer les locaux de Mixicom là par hasard? dans cette agence. D'ailleurs, 1 mois avant la prise d'otage, Cyprien y tournait ses vidéos Apprendre une langue, John Rachid y tournait les pubs de Jean-Claude Van Damme, et 1 semaine avant, Kevin y tournait une scène d'être allergique au pollen dans un des bureaux sous le grand couloir. Et c'est d'ailleurs dans ce bureau, 6 les anciens locaux, jours plus tard, que la prise d'otage va avoir lieu. Bref, on avait donc des studios de tournage pour les créateurs, et juste en dessous, des bureaux, qui servaient quelquefois de salle de maquillage, salle de montage, ou encore pour organiser des réunions d'écriture. On profitait des locaux pour pouvoir se retrouver, écrire des fictions ensemble, des projets. On développait des idées de films, des idées de séries, des vannes pour le stand-up aussi, etc. C'est le meilleur endroit pour bosser de la planète parce que t'as que ça à faire.
Ça s'appelle un lieu de travail. C'est vrai que quand t'es influenceur, youtubeur, je sais pas quoi, t'as pas l'habitude. Et je rêve d'avoir ça. Ok, c'est parti. Eux, c'est Karim, Dikaza, Sabrina et Guillaume. Et le jour de la prise d'otage, ils étaient dans le bureau des auteurs de Mexicom. Il retiendrait donc 2 otages, peut-être même 3. Vous les avez peut-être déjà vus dans une vidéo avec Jérémy Nadeau, C'était pas si compliqué? en Cowboy avec Mr V, Mettez-moi un verre de lait. mais aussi dans des vidéos avec John Rachid ou avec McFly et Carlito. Ils sont tous les 3 scénaristes, mais ils sont surtout très proches depuis des années, et c'est ce qui va être déterminant au moment de l'attaque. Guillaume, c'est un mec que je rencontre sur un tournage en 2004, je crois. Et moi, je suis en galère de comédien. Et très vite, je lui dis, ouais, ça te dirait de jouer un rôle, etc. Il me dit, ouais. On prend le costume d'un tel qui a le costume d'Indiana Jones, on écrit un truc, on tourne cash. L'arche perdue. Et la ligne B, c'est D. Et fou rire de 4 heures. On fait un fou rire de 4 heures. Je me dis, ouais, ce gars-là, en fait, on va bosser ensemble longtemps, tu vois. J'adore ce réel. Génial, J'adore ce mec. À partir de ce moment-là, on a dit, t'as envie de jouer la comédie, tu veux écrire, tu veux réal. J'ai envie de Putain, allez, vas-y, nous, dans 10 ans, quand on parlera des origines de la fange, on sera trop comme ça aussi. jouer la comédie, je veux écrire, je veux réal. Et ben, on s'est plus jamais On s'est rencontrés, ça a été des heures de fou rire. quitté. Et au cours d'un de leurs tournages, Kaza va rencontrer Sabrina. Donc on a commencé à rigoler, vraiment, genre en mode pote sur les réseaux, mais ça a duré longtemps. Ensuite, après, on a commencé à se dire, bah attends, viens, on se voit, etc. On est parti au billard, on est parti au resto, etc. Pendant un petit moment, on est vraiment devenus potes. Et on se voit de plus en plus. Et quand il revient, bah ça y est, en fait, c'est parti. Dimanche. Alors que la vérité, nous rencontre, c'est dans la Turbo S. Ouais, mais c'était trop bien la Turbo S dans laquelle on s'est rencontrés. Genre, je crois la première fois qu'on s'est vu, on a pris de la quai ensemble, c'est un peu légendaire. Se marier. Et je les amène au mariage, c'est moi qui les conduis. Et l'histoire commence comme ça. Puis Sabrina, on est devenu pote tout de suite. Parce que c'est une fille qui est extrêmement drôle. Et c'est une super scénariste. Et quand j'arrive à Mexicom, elle est là aussi. Elle rejoint le pôle auteur, donc on est H24 ensemble. Ça fait bientôt 16 ans qu'on est ensemble. On va fêter nos 13 ans de mariage. Et en juin 2018, Mazel Tov, c'est comme ça qu'on dit? Sabrina est enceinte de 8 mois. Ce qui est plus préoccupant, c'est que parmi les otages, il y aurait donc une femme enceinte. Ah. Ce jour-là, on a un petit comité. Et on est focus sur notre Quel nom de merde, Mexicom, pardon. série, notre Bible. On est en train de travailler, en train d'échanger, on se marre la gueule, comme d'hab. Et à 15h, La deuxième, la première, on a pris de la weed. On était pris sur une piste de chien, quoi. Ah oui, en effet. 45, depuis le bureau, depuis la porte vitrée, je vois un livreur arriver. Après, on a plein de bonnes anecdotes quand même pour raconter notre origin story. Hein. Les livreurs, on en voit souvent, il y avait toujours des livraisons. Parce que t'as toutes les marques qui font des cadeaux, t'as tous les youtubeurs qui se font envoyer des choses, et puis même nous, des fois, on se fait envoyer des trucs. Et d'ailleurs, moi aussi, c'était pas à m'envoyer des trucs. Genre, il y a déjà 3-4 personnes qui m'ont envoyé des trucs et c'est trop bien, genre des livres et tout. J'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais j'aime trop. Putain, d'ailleurs, vous savez ce qu'il faudrait absolument qu'on fasse? Et ça, vas-y, au prochain stream, on fait ça sans faute. On fait un point sur tous vos fanarts. Genre, il y a une conversation sur Discord qui est genre en attente de faire un stream depuis genre des années, genre depuis l'existence de la chaîne, et ça fait depuis que ce truc existe que je me dis, il faut absolument que je fasse une vidéo pour mettre en avant vos fanarts, et je ne l'ai toujours pas fait. Je m'excuse sincèrement auprès de tous les gens qui ont pris le temps d'en faire. Sachez qu'on les a... Enfin, nous, on en parle entre nous, en tout cas dans la fange et tout, et il faut vraiment qu'on fasse un stream dédié, genre. Avant même le stream spécial avec les cartes Magic et tout, pour faire les illustrations. Genre, vous avez déjà fait plein de trucs trop stylés, et j'aimerais bien faire genre un moment où on se pose pour checker ça. Donc je le vois rentrer, et donc bon, s'inquiète pas. L'homme porte 2 sacs avec lui, garde son casque et marche dans le couloir en observant les bureaux autour de lui. Et là, je vois un mec qui penche sa tête dans le bureau de la police. J'ai une adresse pour les cadeaux de viewers. Bah, souvent, en fait, les gens me demandent en DM de le déposer à un point relais. Du coup, je donne un point relais qui est un peu loin de chez moi, comme ça, du coup, j'évite... Dans laquelle on est, habillé en Deliveroo. Je vois pas son visage, je suis plus happé par son attitude. C'est bizarre, un mec qui rentre dans un bureau, qui regarde pas les gens, il regarde plus autour comme s'il avait perdu un truc. Et même lui, en soi, vous pouvez aussi les envoyer au centre LGBTI de Grenoble en disant c'est pour troublante, ça devrait marcher aussi. Moment, Agnès et Blanche, 2 productrices qui travaillent dans le bureau à côté, ouvrent la porte et lui demandent ce qu'il vient livrer. Mais l'homme ne répond pas. Et elle lui dit ça plusieurs fois. C'est que moi, ça m'énerve. Je me dis, un livreur, il vient, il répond pas. Peut-être ça me met la tension. En même temps, trop bizarre. Je sais, il y a un mec, il arrive, genre en habit de livreur, et juste il te regarde.
Casa, par instinct de protection, parce que Sabrina est là, se lève et le pousse et l'amène dehors en disant mais en fait vous cherchez quoi, vous cherchez qui? Plutôt bon instinct. Agnès et Blanche s'approchent aussi de lui, ce qui semble le déstabiliser. Et il arrive à ce moment-là face à moi. Et là, il sort un calibre, il me le met en face. À ce moment-là, moi j'entends Ah, tu dois quand même bien te sentir, genre, ça doit faire bizarre. j'ai une bombe, je vais tout faire sauter. Et là, le premier truc qui me vient, on est quand même chez Mixicom, je me dis, c'est un prank. Il est nul son prank, mais c'est un prank. J'y avais même pas pensé. Mais évidemment que c'est le premier truc que tu dois te dire. Évidemment. Oui, c'est un prank. Évidemment. Et je regarde le calibre, j'ai un doute, et je vois que le trou, il est petit. Casa regarde le flingue, il voit la sortie du flingue et dit on dirait pas un vrai flingue. Et du coup, il fait pas ce que le mec lui demande. Il se met pas au sol, il reste figé. Et je suis face à lui. C'est vraiment, c'est une mort tellement. Je dis, oh, je vais pas me mettre. Bon, je crois qu'il a survécu, tu vois, mais genre, t'imagines. À quatre pattes. Et je me dis encore, ça se trouve, c'est un prank. Débile, mais c'est un prank. Et là, il sort une lame. Et là, je dis, ok, c'est pas un prank. Moi, je sais pas. Et là, j'ai Sabrina en face de moi qui me regarde et qui écarquille ses yeux comme ça. Et je sens que Guillaume a compris, lui, que c'était pas normal. Dans ses yeux, il y a qu'est-ce qu'on fait? Et je me dis, ok, c'est un attentat. Et là, Guillaume, tout de suite. Bah oui, puis c'est full période attentat en plus. Me dit, c'est pas une blague, on s'en va. T'es enceinte, on s'en va. En 2 secondes 30, je switch. Le regard de Sabrina me dit, bah en fait, tu prends ta responsabilité, t'as pas le choix. Et tout commence à être au ralenti. À ce moment-là, on sait pas trop ce qui se passe. On voit juste, de manière zoomée, la sortie. Je vois la porte qui est à côté, qui nous mène dans la cour. J'attrape Sabrina, je la fais passer sur le bureau. J'ouvre la porte, je sors Sabrina. Et là, je cours, mais je cours sans trop savoir ce qui se passe. Toute ma course, je pense que je vais me prendre une balle dans le dos. On court donc jusqu'à la porte très chère. Je sors Sabrina qui commence à hurler. Les 50 mètres les plus angoissants de ta vie. Mon mari est à l'intérieur, il va mourir. Blanche et Agnès, qui dans le mouvement ont réussi à sortir, les rejoignent. Seul Casa est resté dans le couloir. J'entends que la porte, elle s'est ouverte. Donc je sais que Sabrina et Guillaume, ils sont plus là. Oui, je rappelle qu'on était là pour du feel good à la base. Pris de court, le faux livreur panique et se retourne, ce qui va permettre à Casa d'en profiter. Je me dis, je vais pas aller dans le bureau, parce que potentiellement, il peut voir Sabrina et Guillaume partir ou je sais pas quoi. Je vais dans le studio qui est en face. Casa entre dans un des studios de tournage et se couche au sol pour pas se faire tirer dessus. Et je me dis, bon, bah s'il a un couteau, c'est sûrement un vrai calibre. L'homme tente de forcer la porte, mais finit par abandonner. Casa se retrouve enfermée, et à l'extérieur, Sabrina n'arrive pas à se calmer. Je sais pas ce qui se passe, j'ai abandonné mon mari à l'intérieur parce qu'il m'a pas suivi. C'est la panique totale, j'ai des contractions qui commencent, moi je suis pas loin de mon terme. Guillaume, il a été séparé de moi, donc je suis même pas avec mon ami, je suis seule. Parce que le mec est au courant des bons réflexes, il est hyper impressionnant. Genre, déjà, il a eu un instinct, il a eu un troisième œil de baiser. Genre, de tout de suite capter que le gars était chelou. Et il a trop bien réagi, en fait. Genre, moi, je serais déjà morte. Je tiens cette grande porte en bois avec l'espoir que mon pote sorte. Et là, je vois le mec en face de moi. Il me regarde, il voit que je suis loin. Et il ferme la porte. Moi, je sais plus ce qui se passe à l'intérieur. La porte est vitrée. Et là, je prends conscience que je peux rien faire d'autre que ça. Et à ce moment-là, c'est l'attente. J'imagine Ludoc dit en mode vas-y refais le moment. Ouais mais au moins tu vois genre tu sais que ça va être des bons acteurs. À 15h46, une des... Et encore on voit jamais leur tête. Donc il y a un monde où c'est des doublures. Productrice appelle le 17. 17 police secours, je vous écoute. Ça moi c'est ça quand tu commences un petit peu à connaître les trucs de réal, moi c'est mon grand plaisir dans la vie, c'est de repérer les doublures. C'est incroyable. Genre, une fois que vous commencez à avoir ce petit réflexe dans des films d'action de repérer les doublures, genre moi par exemple, y a plein de films où j'adore repérer les doublures, et ça m'est déjà arrivé de me faire avoir en matant un film en disant mais attends putain la doublure elle est trop parfaite et tout, genre c'est trop bien.
et de capter seulement à la fin qu'en fait je suis en train de regarder genre John Wick et qu'en fait juste merde, je sais plus comment il s'appelle l'autre vampire là, il fait ses cascades lui-même et je trouve. Très vite, la police va trouver sa localisation et chercher la patrouille la plus proche de l'adresse. Très rapidement, le PC radio. Tu sais, je commence à faire ça, genre sur autre chose, je prends les plans et je calcule l'emplacement des éclairages. Ah ouais. Lance un appel d'urgence et demande aux équipages les plus proches de se signaler. Keanu Reeves, merci. Une caméra de verbalisation filme la rue, mais rien n'indique une prise d'otage. Et à quelques rues, 2 policiers municipaux à vélo répondent à l'appel et sont envoyés à l'adresse pour comprendre ce qu'il se passe. Et en les attendant, Casa est toujours enfermé et cherche une solution pour sortir. Oui, la police, je crois que Squeezie est devenu fou. Suite à l'appel au 17, en quelques minutes, les premiers policiers arrivent sur place et se positionnent aux 2 entrées. La prise d'otage est confirmée, les renforts spécialisés et les secours sont très vite appelés. Tous les acteurs... En vrai, c'est marrant parce que ça, c'est fini, tout le monde s'en est sorti et tout. Mais dans la narrative, je suis quand même rassuré que la meuf enceinte soit dehors. Les policiers vont être appelés... Alors on sait que tout le monde a survécu, mais genre, je suis rassuré. Très rapidement, vont pouvoir se rendre sur place. Les autorités de la police judiciaire sont également appelées. Les sapeurs-pompiers de Paris sont également avisés. Le préfet, bien évidemment, parce que ça se passe à Paris, est immédiatement avisé. Et très vite apparaît la Vous avez quand même un peu tous des têtes de nazis, mais... nécessité d'envoyer Mais oui, bon là, c'est les gentils dans cette histoire-là. un moyen spécialisé d'intervention. Et le moyen spécialisé d'intervention à Paris, c'est la BRI. La BRI, c'est la Brigade de recherche et d'intervention. C'est une unité d'élite de la police judiciaire pour lutter contre le grand banditisme, les prises d'otages et plus récemment contre le terrorisme. C'est comme par hasard. L'assaut a été donné par les hommes de la BRI. Le 13 novembre 2015, c'est la BRI dirigée par Christophe Molmy qui a lancé l'assaut final au Bataclan. Et ce 12 juin 2018, c'est aussi lui qui va diriger l'opération d'intervention au 45 rue des Petites Écuries. La musique, j'en peux plus, on dirait qu'il y a une gaffe dans ma table de son, c'est tellement ça. Cette musique vous est présentée par le frelon asiatique. Caché dans un stock, Casa va commencer à chercher une arme. Je suis comme ça, je suis à l'affût, je regarde, je vois des poids, on avait ramené quelques poids pour s'entraîner, et d'un coup j'entends du boucan. Il se dit que Guillaume est revenu l'aider et décide de sortir. Et je suis en train de regarder, je dis, mais avec quoi je peux me battre contre lui, il a des armes. Donc je me retourne, je vois un vieux balai, je le prends. Ça, non mais moi aussi. Je garde le manche, et je... Ok, Sino, fais-moi Hans Zimmer libre de droit. Je sors. Mais une fois dans le couloir, ce n'est pas Guillaume qui est face au livreur, mais un autre homme au sol. Quelques minutes plus tôt, Louis, un voisin qui habite juste au-dessus des bureaux, descend fumer dans la cour sans savoir ce qu'il se passe. Sabrina, Guillaume, Blanche et Agnès sont déjà sortis et appellent les secours à ce moment-là. Dans la cour, la porte s'ouvre, le livreur demande alors à Louis de l'aider avec ses sacs, il rentre, et une fois dedans, l'homme le frappe à la tête. Oh putain. Louis finit alors au sol, totalement inconscient. Et c'est là que Casa arrive avec son balai. Comment ça? Lui, il est au sol, KO. Et il y a le... Comment ça? C'est à ce moment-là que Casa arrive avec son balai. Avec la lame Mon ref. levée. C'est un shonen? Et il va se manger un coup de lame. Donc j'ai le balai et je cours en l'insultant. Là, je suis face à lui, il recule, je lui jette dans le casque. Et nulle part, il va sortir une sorte de cric. Il a vraiment fait une scène de film d'action, genre. Et là, moi, je me mets en garde, je me prends pour Mike Tyson, tu sais, je me dis, ouais, je vais esquiver cette barre. Et lui, il tape là où je vais esquiver, donc il met ma tête où il va taper, en fait. Oh, wow. Donc là, je suis un peu calme.
C'est shonen. Ouais, mais shonen dans la vraie vie, tu te prends un coup de tube dans la gueule en fait. Oh, je sais pas ce qui se passe et il est en train de m'arroser. Et ça pue l'impression de la vidéo est folle. Ah ouais, la vidéo est ultra bien réalisée. Hein. L'essence. Et donc je vois il m'arrose, donc je me lève, ça me donne encore un... Ça c'est le truc, je pense. Genre, de tous les scénarios, un des trucs, je pense, qui me terrorise le plus, à titre personnel, c'est d'être recouverte d'essence. Genre, l'idée même de pouvoir un jour me retrouver recouverte d'essence, même s'il n'y a pas de feu autour de moi, un cauchemar, genre. Plus de jus, je recule, je vais dans le bureau, et là il cherche son briquet. Mais attends, mais l'Europe est juste un taré en fait, c'est pas une prise d'otage. Il le sort. Mon cœur il bat à 2000. Ah! C'est simple, avec tout l'essence qui m'a arrosé, il fait une étincelle. En fait, j'ai envie de fumer pour me calmer, mais fumer nécessite d'allumer un briquet, genre. J'ai une banane flambée. Je me mets contre l'espèce d'armoire en bois qu'il y avait. Ouais, abricot. Je me pousse contre l'armoire et je pousse de toutes mes forces. Je glisse vers lui, le briquet il tombe. Là, il est par terre, donc je fonce vers la porte. Et moi, je vois le loquet du haut et le loquet du bas. Je les déverrouille les deux et j'ouvre la porte, je la casse en fait. Oui, tu passes par la porte si tu veux. Et là, j'entends une énorme détonation. Je me dis, putain, il vient de tirer sur mon pote, tu vois. C'est la première chose à laquelle je pense. Et je me dis, il a eu besoin de moi et je suis pas allé le chercher, tu vois. À quelques mètres, Sabrina a été prise en charge dans un hôtel, mais elle n'arrive toujours pas à se calmer. À ce moment-là, j'ai besoin de prendre les choses en main parce qu'en fait, je suis impuissante. Enfin, moi, ma manière d'accepter, c'était, je me suis dit, bon, accepte qu'il est mort, accepte que c'est fini, parce qu'en fait, j'étais dans un tel état de panique qu'il fallait qu'à un moment donné, j'accepte le deuil pour avancer. Moi, je me voyais déjà rentrer et dire à mes enfants, bon, bah... oh, pardon, ça me fait un peu de peine parce que je trouve ça triste, excuse-moi. Tout va bien. Je reprends, excuse. T'as le droit d'être traumatisé, Marius. À partir de ce moment-là, le temps il est distendu. D'un seul coup, sur l'autre porte cochère, je vois Kaza qui sort. Je suis plein de sang avec l'arcade pété. J'ai les godasses pleines d'essence parce que vraiment il m'a aspergé. Je suis mais c'est un héros ce mec. Plein d'essence. Et je glisse et je tombe. Je vois Guillaume, je crois, il me semble, de loin. Tout de suite, je cherche Sabrina. Je me dis, où est-ce qu'elle est, Sabrina? Où est-ce qu'elle est? J'entends que peut-être quelqu'un est sorti et qu'il a un t-shirt blanc. Et on me dit, ah, elle est là-bas, elle est là-bas. Et donc, dès que j'arrive, je vois Sabrina qui tombe à mes pieds. Et elle est en sanglots, elle explose, tu vois. Et elle me dit, je crois que t'allais mourir, etc. Elle est en pleurs, la pauvre. Et du coup, Oui, t'as fait te faire tirer dessus, toi aussi, tu peux dire le pauvre. Là, je sens qu'il sent l'essence, donc je comprends. Ça, c'est vraiment les hommes. Genre, tu sais, le mec, il s'est fait arracher un bras, il a à moitié, été brûlé au 3e degré. Il ressort d'une fusillade, et il est en mode, non, mais ça devait être super dur pour elle. Genre, gros, t'as le droit d'avoir vécu ça aussi. L'ampleur, et je comprends que là, il s'est passé. C'est un vrai homme survivre. C'est quelque chose à l'intérieur. Et à partir de là, on est pris en charge et on est escorté dans une ambulance pour être emmené à l'hôpital. S'il est vraiment là, tu sais, avec son œil en sang et tout, en mode hey, Miskina, elle est triste. Très vite, la BRI arrive sur place et va installer son poste de commandement dans l'hôtel Paradis où se sont réfugiés ceux qui ont réussi à sortir quelques minutes plus tôt. Ce qui est important Non, je pense que on n'a pas encore l'explication peut-être, soit il l'a juste évité. Ce genre d'opération, si vous voulez, c'est faire d'abord le point lorsqu'on arrive pour avoir toutes les informations utiles. Dans ces conditions-là, on monte un plan et on regarde où se trouve l'endroit de manière à cerner le bâtiment et aussi la topographie des lieux.
Depuis la cave de l'hôtel, un officier de renseignement va alors parler avec les témoins pour recueillir le maximum d'informations. Moi et Kazan, on fait le plan de dessus. On lui dessine le C'est vrai, il n'y a plus d'otages, attendez. détaillé possible, tout ce qu'on connaît de Mexicom. Ce qu'on a besoin, c'est des plans, c'est la description des lieux à l'intérieur, s'il y a des armes, comment se conduit le preneur d'otages, comment il est habillé, des choses qui vont être utiles sur l'intervention, parce que l'intervention en elle-même ne dure que quelques minutes. J'aime bien, Lou a essayé d'écrire un message et sans faire exprès, il a exprimé l'exact inverse. Genre, il a écrit « Vas-y, je vais aller me poser, mais je suis turbo cooked. » Donc moi, sur le coup, j'ai compris, genre, je suis cooked, je vais aller me poser. Sauf qu'en fait, il voulait dire « hooked » et que, genre, du coup, ça veut dire l'exact inverse. Ça veut dire je vais rester regarder les vidéos, ça me fait un peu rire. Parce que genre, il y a 2 erreurs dans le message qui inversent l'intégralité du sens. Un premier plan est dessiné et la BRI est vite confrontée à un problème. Toutes les vitres extérieures dans la cour sont teintées. Et les vitres empêchaient de voir à l'intérieur, ce qui rendait délicat. Et je connais ça, dans XCOM, faut lancer des grenades pour faire sauter les endroits où les gens peuvent se cacher. L'intervention, puisqu'on pouvait nous voir sans qu'on voit les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Donc en termes de surprise, c'était pas évident. Donc depuis la cour, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Dehors, la BRI encercle le bâtiment. Et dedans, le preneur d'otages menotte Louis, genou au sol. Il y a des otages quand même. Dans XCOM aussi, il y a des otages. Hein. Avant de l'asperger lui aussi d'essence. Non. Je suis alerté aux alentours de 16h. Je me présente sur l'intervention à 16h12. À l'origine, les sapeurs-pompiers interviennent pour prendre en charge Kaza, qui est blessé à l'arcade. Mais en discutant avec lui, ils réalisent qu'il y a de l'essence partout dans les locaux et qu'ils vont devoir réagir très rapidement. Le risque avec un liquide inflammable, c'est la création de poches de gaz qui pourraient à tout moment s'enflammer, mais j'ai cru qu'il allait dire le problème avec les liquides inflammables, c'est qu'ils peuvent prendre feu. pire, même exploser en fonction de la concentration et du mélange avec l'air. À tout moment, il peut allumer avec son briquet et faire exploser le bâtiment. Le gaz et l'électricité des locaux sont donc coupés pour éviter toute étincelle, provoquant une explosion. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Reculez, monsieur. S'il vous plaît, on recule. C'est fou quand le pompier et le policier ont la gueule de leur taf. Ah non mais oui, c'est vraiment des archétypes par contre. Pour éviter tout risque, le périmètre de sécurité autour de Mexicom est élargi. Et la BRI commence à positionner ses différents officiers autour du bâtiment. La première chose à faire, c'est de se mettre en position, en place. Par exemple, mettre une colonne d'assaut immédiatement en position pour pouvoir réagir à n'importe quelle situation. Une première colonne se positionne devant l'entrée du 45 et une deuxième au 47. Et entre les deux portes, des tireurs haute précision entrent dans les boutiques et se positionnent aux fenêtres avec vue sur la cour. Des PHP sur place. En gros, c'est eux qui vont être nos yeux. Ah oui, bien sûr, malgré l'histoire, à cap tous les jours. Au départ, pour nous dire qu'est-ce que fait le preneur d'otages et combien il y a d'otages et ce genre de choses. Néanmoins, une prise d'otage comme ça, tu vois, genre là, pour le coup, heureusement quand même qu'ils étaient là. Et une fois tout le monde en position, le négociateur de la BRI entre dans la cour et prend la place des policiers municipaux derrière une des voitures garées. J'ai fait le choix de le remplacer à l'endroit exact où il se trouvait, derrière une voiture dans la cour. Et ça pour pas modifier la dynamique de communication qui avait été mise en place avec lui. Il y a un temps pour ce coup-là. Ouais, moi je suis en mode break. Enfin break, aidez-les, on recommencera à lutter contre vous plus tard, genre. L'objectif, découvrir qui est vraiment ce faux livreur. En fait, le problème, c'est que si une mission sur... Enfin, tu sais, genre, s'il faisait que ce genre de truc à la limite. Quelles sont ses revendications et pourquoi prendre cette agence pour cible? Après, disons quand même... Oui, c'est bien, bonne remarque en vrai, t'as raison. Disons quand même que pas mal de pays européens gèrent ce genre de situation critique sans armes à feu, contrairement à la police française qui juste a plein de flingues. Et qui reste un problème, je suis d'accord. Quand on arrive sur place, on ne peut pas envisager délibérément un assaut sans se donner la chance d'une négociation. Dans ce type de situation, la négociation se fait toujours en équipe. Un négociateur de contact, celui qui parle avec le forcené. À côté de lui, un négociateur de soutien qui analyse, conseille et surveille l'état émotionnel du preneur d'otage. Et une psychologue qui évalue sa dangerosité en analysant son comportement et sa personnalité. Et le 12 juin 2018, c'est Nicolas qui va être en contact direct avec le preneur d'otage. Pascal, à côté de lui, sera en soutien. Et enfin, Sandrine tiendra le rôle de la psychologue. C'est eux qui étaient présents au Bataclan et à l'Hypercacher en 2015.
Aujourd'hui, les preneurs d'otages se sont acculturés à demander à parler avec un négociateur parce qu'ils savent que leur point de contact, ça va être le négociateur. Et dès les... C'est vrai que, genre, je trouve la meuf au psychanalyse en mode « Allongez-vous dans un canapé et parlez-moi de votre père. premiers échanges, le faux livreur va demander à se faire appeler par le prénom Je pense que vous êtes haut potentiel émotionnel. Chris. Et le négociateur va essayer de l'apaiser pour comprendre ce qu'il veut. La personne, à chaque fois, elle a besoin de verbaliser. Donc on doit être très dans l'écoute. Donc on laisse la personne s'exprimer, ce qui a pour but de faire baisser la tension et de faire baisser l'agressivité. Mais petit à petit, il va poser des questions de plus en plus bizarres. Hein? Quoi? Comment ça? De quoi? Comment ça? Est-ce que tu es chrétien? Ça va, mon ref? Quoi? Tu te sens bien, la écharpe? Ouais, tu sais, je suis chrétien, mais je suis pas pratiquement là. Je suis là. Si je suis là, ouais. Je suis là, il y a un peu de Christ. Je ne m'attendais pas à ce retournement de situation. Et plus les... Attends, mais comment ça? Genre quoi? C'est genre... C'est genre des genres de djihadistes chrétiens? Comment ça marche? La discussion avance, plus le preneur d'otages va devenir agressif. Tu prends soin de moi. Je prends soin des otages. Écoute, on est vraiment là pour t'aider. Il faut que tu le saches. On est là pour toi pour t'aider. Je comprends pas pourquoi au départ il insiste pour communiquer avec moi dans la cour. Parce qu'au départ il veut que je reste dans la cour et que je continue à communiquer avec lui. Bah, pour te baptiser. Au bout de quelques minutes, il aperçoit les snipers aux fenêtres et s'énerve de plus en plus. Regarde en haut, il y a le sniper. Regarde en haut. Ouais, mais je l'avais parlé, chef. Il m'énerve. Et à ce moment-là, il nous dit, si tes collègues ne reculent pas, je coupe l'oreille d'un otage, ça va finir comme ça. Calme-toi sur les trotskistes, Chris. Chris est de plus en plus tendu, ce qui pousse la BRI à reculer pour... Il a fait quoi à ta mère, un Askazib? Protéger l'otage. Il est déterminé, il est motivé, il est très agressif, il sait ce qu'il veut. C'est lui qui descend tout de suite, sinon je fais mal à un otage. Les tireurs haute précision s'écartent alors des fenêtres et le négociateur propose de continuer à discuter au téléphone. Je lui ai demandé de me communiquer un numéro de téléphone qu'il m'a donné et juste avant de couper le contact, il m'a dit « Moi je suis un soldat de la République islamique d'Iran. Il va falloir que tu retiennes quelque chose avant de me rappeler au téléphone. » J'ai cette vidéo à montrer aux enfants du monde entier sur YouTube. Oh what the fuck? C'est à ce moment précis... Attends, mais ils ont pas fait exprès d'attaquer Squeezie? Qu'on commence à comprendre pourquoi il est entré dans Mixicom. Ah non, mais si! Il voulait diffuser ses vidéos de propagande, avec dans ces vidéos-là des revendications assez particulières. Oh, mais c'était juste un créateur de contenu en perte de vitesse, en fait, à ce moment-là. Enfin, faut le comprendre aussi, tu vois, genre, c'est pas facile de faire des stats. Et en remontant son numéro de téléphone, la BRI va découvrir sa véritable identité et comprendre que c'est pas la première fois Max est là que la police a affaire à lui. Le négociateur rentre dans l'hôtel pour continuer la discussion au téléphone. On réquisitionne une chambre d'hôtel. Psyo s'il avait pas percé. Où le groupe négociation se met en place. La BRI lance le profilage du forcené et une nouvelle question se pose. Est-ce que c'est terroriste ou pas? C'est la première question qu'on a. Ah, ça ressemble un peu quand même. Ils ont pas répondu à mes mails quand j'ai dit please collab. En juin 2018, nous sommes encore dans une période qui reste profondément marquée par les attentats terroristes. Depuis les attaques du Bataclan et Charlie Hebdo, la menace d'un nouvel attentat pèse toujours sur la capitale. Un mois plus tôt, dans le quartier de l'Opéra, un terroriste d'origine tchétchène tue au couteau un homme et blesse 4 personnes. On a tellement vécu des moments-là que forcément, quand on a une prise d'otage, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir à l'esprit. Quelles sont les motivations et quels sont les ressorts du preneur d'otage? Avec le numéro de téléphone que le négociateur a récupéré, la BRI retrouve donc son identité. Et contrairement à ce qu'il a dit au négociateur dans la cour, Chris n'est pas son vrai prénom. Il est né en 91 et a donc 26... Il s'appelle en vérité Position Revue. Genre, Position c'est son prénom et Revue c'est son nom de famille. 6 ans. Et son domicile n'est pas connu par la police. Donc on essaye d'avoir des éléments auprès de la...
Ouais, le d'origine tchétchène, il était vraiment pas nécessaire. Hein. Famille, auprès des proches, des voisins, on interroge différents fichiers pour essayer de cribler la personne, de mettre à jour sa personnalité. Ça doit nous aider à avoir un profilage finalement de l'individu, savoir s'il est connu, d'où il vient, et en fonction de ses antécédents, de déterminer si on a déjà un profil qui peut présenter des signes de radicalisation. La police va avoir accès à plein d'informations sur preneur d'otages, comme son profil médical, son profil psychologique s'il en a un, et surtout un accès à son dossier pénal pour voir s'il a des antécédents judiciaires. Et 1 an plus tôt, en 2017, il découvre qu'il a déjà été arrêté pour avoir brûlé un camion pendant les émeutes de Bobigny, dénonçant il adore le feu. Les violences policières dans l'affaire Théo. Que déjà, on voit à peu près à qui on a affaire, donc... Attendez, vous êtes en train de faire le lien entre les émeutes contre les violences policières et un fondamentaliste chrétien dégénéré qui a attaqué des youtubeurs? Vous êtes super con. Finalement, au fond, c'est quelqu'un qui n'a pas... Spoiler, ces infos ne serviront à rien. Bah oui. Pas un gros profil, mais qui finalement, quand on le met dans le contexte de l'époque, est déjà un profil d'incendiaire quand même. L'homme... Oui, à la limite, le profil d'incendiaire, je veux bien. Est donc connu des services de police, mais il n'est ni fichier S, ni recensé au FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et donc là, la situation, elle est pas claire pour la BRI. Le preneur d'otages se prétend soldat Point commun, c'est le feu, bah ouais. De la République islamique d'Iran et veut se faire passer pour un terroriste, mais au téléphone, ces revendications vont avoir de moins en moins de sens. Les premiers éléments qu'on avait de son discours nous ont assez inquiétés, dans le sens Il a surtout l'air un peu zinzin. où il était assez décousu et il semblait pas très cohérent. Il est presque 17h, bienvenue si vous nous rejoignez. On commence par cette toute dernière information. Un forcené est retranché dans une entreprise du 10e arrondissement de Paris. Prise d'otage serait en... J'ai découvert le mot forcené dans Skyrim, à cause des drogueurs forcenés. Voilà, vous le savez maintenant. cours rue des Petites Écuries. Du coup, pendant des années, je pensais que ça voulait juste dire genre une catégorie de violence chez les ennemis dans les jeux vidéo. Et une information évidemment. Voilà. À prendre avec beaucoup de précautions. Un homme serait actuellement retranché dans le 10e arrondissement. À partir de 17h, les premières chaînes de télé commencent à relayer l'information et les premiers médias communiquent sur la prise d'otage. On en vient maintenant à ce qui se passe en ce moment dans le 10e arrondissement de Paris. Un forcené est retranché actuellement. Nous sommes en direct. Du coup, pour moi, il faut comprendre que maintenant, il a cette tête-là. Voilà. Voilà. Pour moi, maintenant, le preneur d'otage a officiellement ce physique-là. Voilà. Moi, je ne le verrai plus que comme ça à partir de maintenant. Direct sur Brut, sur Facebook Live, à proximité donc de la rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement de Paris. C'est quel niveau de minimisation? Ah non, mais c'est... Après, tu vois, genre, je pense qu'il y a aussi des notions quand t'es dans les... Enfin, quand t'es un média, dans les prises d'otages, il y a des médias qui ont fait de grosses conneries déjà. Peut-être il faut qu'ils fassent gaffe aussi, j'en sais trop rien en vrai. Petit à petit, le plan du preneur d'otages se met en place. Quand on a affaire à des individus qui sont dans ces situations-là, le but c'est de donner une résonance médiatique. Souvent c'est le mobile essentiel. Les dernières négociations au Bataclan, c'était aussi la revendication des preneurs d'otages. Dans le dernier corridor, c'était d'avoir les médias. Il est venu avec de l'essence, parce qu'il a aspergé Casa avant qu'il puisse s'enfuir. Donc quand il a séquestré ce voisin, il avait déjà une méthode qui était prête. Tu viens pas dans un établissement avec de l'essence comme ça, surtout quand tu viens faire une prise d'otage, tu vois. Parce qu'on rentre pas chez Mixi comme par hasard. C'était une petite société cachée dans une cour intérieure, derrière une grande porte. Pour moi, il savait exactement où il allait. Ce gars-là, il voulait simplement... Et t'imagines quand même, genre, tu prends des locaux parce que t'en as marre de te faire harceler par des enfants qui tentent de te doxer H24 et ça part en prise d'otage. Il y a un monde où ça te démotive, hein, quand même. Choper un de ces gros youtubeurs et le filmer en direct sur sa chaîne pour faire une énorme dinguerie, quoi. Une fois dans l'hôtel, le négociateur appelle donc le preneur d'otage sur son téléphone. Et la conversation avec lui va devenir de plus en plus bizarre. Qu'est-ce qu'il y a comme frelon en cette saison? À chaque appel avec le négociateur, l'homme prend le téléphone et va dans le couloir. Très rapidement, on se rend compte que le discours n'est pas du tout cohérent et il est quand même très ancré autour d'un délire de persécution. Pour sa première requête, le preneur d'otage demande qu'on contacte l'ambassadeur d'Iran pour lui remettre une lettre à donner au gouvernement français. Une demande qui nous Quoi? Comment ça, mon ref?
paraît un peu étrange. Les forces de l'ordre qui ont pu établir un contact avec le forcené qui demande pour le moment à joindre l'ambassade d'Iran. Mais gros, genre, vraiment, si t'as aucun rapport dans ta vie avec l'Iran, c'est un peu grave ce que tu essayes de faire. Il dit vouloir remettre une lettre à cet ambassadeur pour que cette lettre soit remise. L'Iran qui n'a rien demandé à personne, qui a dit comment ça? Pourquoi? Encore moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Au gouvernement français. Et peu à peu, ces revendications vont prendre une direction étrange. Il est dans un délire de complot juif. Il nous explique que de toute façon, tout ce qui arrive, c'est de la faute des juifs, même jusqu'au président de la République. C'est toi, Victoire, d'accord? Ok? C'était ta faute. République qui, lui, est juif. Il va alors commencer à mélanger plusieurs théories et devenir de plus en plus incohérent. Et devenir Alain Soral en personne. Genre, il est devenu chauve, d'un coup, il s'est mis à dire des trucs. Au fil des appels, il est dans un délire absolu, un délire paranoïaque. Il nous parle d'affaires avec Ziad, Théo, l'affaire de Nordal-Lelandais avec la petite Maëlys. On a le sentiment qu'il vient réparer une injustice, mais avec des idées qui ne sont pas du tout ancrées dans la réalité. Ah ouais, dans le mec, elle a l'air zinzin. Genre, il est en mode Ziad et Bouna, c'est à cause des juifs. C'est un malade. Nous, ça commence aussi à nous inquiéter parce qu'il n'y a rien de construit dans sa manière de s'exprimer et dans ses idées. On avait gros sur la patte, il avait surtout une araignée au plafond. Il va alors expliquer que le monde est contrôlé par une élite en listant plusieurs détails cachés dans les médias et au cinéma pour le prouver. C'est vraiment Alain Soral. Exemple, pour lui, sur l'affiche de La Planète des Singes, sortie quelques mois plus tôt, l'actrice blonde en arrière-plan, c'est en réalité la petite Maëlys, tuée par Nordal-Lelandais. J'en ai entendu des théories connes. Mais alors là, genre, j'avoue que... ça fait beaucoup, quoi. Ça, c'est un grand thème, l'idée. C'est exactement ça. Bonjour, je suis Chris de Position Revue. Et je suis... pyromane physionomiste. Et que une organisation Final boss du complotisme. Oh, lui, il était sur Facebook, hein. secrète s'amuserait, en fait, à laisser des signes de leur présence, des traces, pour pouvoir communiquer entre eux ou pour marquer leur territoire, leur domination. Ah ouais, moi, c'est marrant, je fais pipi dans la bouche des gens pour faire ça. Une grande méfiance aussi de sa part. Chacun son truc, après. Hein. Il a le sentiment qu'on veut toujours le manipuler. On est vraiment face à une personne qui a des troubles psychiatriques importants. Et du coup, on voit que la négociation n'a pas de prise. Le preneur... Bonjour, je voudrais avoir un ovni pour pouvoir m'échapper de la situation. Si vous ne me donnez pas tout de suite un UFO, je ne partirai pas. Le d'otage refuse donc toute discussion et continue de menacer Louis, toujours imbibé d'essence. Et depuis l'hôtel, à court d'options, les agents de renseignement de la BRI tentent leur dernière chance et ils vont lancer le profilage du preneur d'otage. Très vite, ils réussissent à retrouver son profil Facebook. Avant de tomber sur son profil Twitter... Ah, cet ami. Où il envoie plusieurs fois dans la même journée une vidéo à des personnalités politiques ou à des médias. On pense qu'il veut montrer quelque chose qui fascine, qui heurte le grand public. Et l'idée, c'est de vouloir montrer au monde à quel point le monde est trahi, le monde est persécuté et qu'on nous cache la vérité. L'une des motivations... Quelqu'un dans le chat qui a dit « On regarde quoi ?» Et quelqu'un qui a répondu « Bon, on regarde juste Soral à son prime. Ça me tabasse, c'est la meilleure blague. » Du complotisme, c'est effectivement de se présenter en situation héroïque de celui qui a compris comment ça fonctionnait et qui se met un peu en position de lanceur d'alerte. Et donc, quand on est dans cette urgence-là, on a envie de le dire. J'imagine trop à quoi ça ressemble du coup ces vidéos. Alors, aujourd'hui, il n'y a que 7 types de profs. Numéro 1, le juif. Numéro 2, le juif. Genre vraiment... Au monde entier et d'utiliser tous les moyens possibles de communication, les réseaux sociaux, pour dire à tout le monde ce que la presse, le système, les puissants ne disent pas et ne veulent pas voir révéler. N'ayant pas de réponse sur ses réseaux sociaux, l'homme a donc fini par passer à l'acte en ciblant cette fois une agence de youtubeurs. J'ai cette vidéo à montrer aux enfants du monde entier sur YouTube. À la base, lui, ce qu'il voulait faire, en fait, c'était rentrer dans les bureaux, séquestrer... Aujourd'hui, tiers-liste des francs-maçons. Et soit Norman, soit Cyprien, il pensait que ça serait aussi simple que ça, parce que c'était les jours de la production.
et l'attacher sur une chaise et l'imbiber d'essence et en fait lui mettre le feu en direct sur sa chaîne et le filmer. Les agents de la BRI comprennent alors qu'ils sont face à un homme prêt à tout. Tout ça, ça donne des renseignements. Bah, surtout que si... Caca dans le chat qui le fait un peu bien remarquer au passage, mais si on est un peu sérieux 5 minutes, en vrai, évidemment que le mec est un danger absolu, il a l'air d'être en pleine crise psychotique. Hein. Genre, je pense que t'auras beau être turbo parano et le plus gros complotiste sur Terre, je pense que tu en viens là, genre à faire ce genre de dinguerie, faut être en immense crise schizoïde, genre vraiment, enfin... Et ça va être dirigé vers le négociateur qui lui va pouvoir avoir au fur et à mesure l'idée de ce qui se passe et comment pouvoir après appréhender une négociation vis-à-vis d'un preneur d'otage. Est-ce qu'on va prendre le temps de discuter avec lui et on sait qu'avec le temps, peut-être qu'il J'ai un peu de la peine en vrai. Ouais, mais après là, il est vraiment dangereux pour les autres personnes, tu vois. va commencer à céder? Et puis moi, je voulais je voulais me détendre, donc du coup, je fais des blagues quand même, j'en bats les couilles. Ou est-ce qu'on sait que l'individu est totalement déterminé, qu'il est embrigadé dans sa lubie de prise d'otage et que du coup, on sait qu'il va y avoir une intervention? Avec tous ces renseignements, les négociateurs vont Oui, et puis c'était il y a genre 10 000 ans, maintenant j'ai le droit de faire des blagues aussi. discuter avec la psychologue de la BRI aussi présente dans la chambre, et ce qu'elle détecte va tout changer. Au fil de ces appels, on a compris qu'il y avait une pathologie assez lourde et que la psychologue nous parle de paranoïa. Ce qu'on appelle le schizophrène paranoïde, c'est-à-dire qu'il y a BAM! Troisième œil! un délire de persécution, mais qu'il y a une incohérence dans la pensée. On voit qu'il passe vraiment du coq à l'âne, qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir un discours construit. Dès les premiers échanges au téléphone, elle comprend qu'il y a un souci. On entend que parfois il est assez calme et puis tout d'un coup il y a un état émotionnel très fort. Il passe d'une émotion à une autre très rapidement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité, pas de contenance possible. C'est très compliqué de négocier avec quelqu'un de paranoïaque puisque tout ce que vous dites est interprété. Et Tu t'aurais pu t'arrêter là. Genre, oui, ça a l'air effectivement très difficile de négocier avec une personne paranoïaque. Effectivement, oui. c'est ça qui rend compliqué la négociation. La piste terroriste est définitivement écartée. L'homme n'est pas un fanatique. Et non, j'ai compris qu'il était schizoïde. J'ai dit schizoïde. C'est un vrai troisième œil, laissez-moi tranquille. Mais un déséquilibré. C'est des revendications effectivement islamistes, mais qui n'en ont ni queue ni tête. Et donc rapidement, on comprend que cet individu est quelqu'un qui est déséquilibré. Un élément qui semble se confirmer, c'est qu'il n'y a pas de Mais ça ressemble plus à un mec qui est matrixé par l'esthétique des attentats islamistes que par un vrai islamiste aussi. dimension terroriste. Et à ce stade, eh bien, la piste terroriste est écartée pour cette prise d'otage. Pour l'instant, je pense qu'il faut attendre de voir ce qui se passe parce que ça peut être simplement un déséquilibré mental. Mais paradoxalement, ça va rendre la négociation et l'intervention encore plus risquées. Quand vous avez affaire même à un terroriste, mais quelqu'un de même résolu et même prêt à mourir, mais qui est censé, vous pouvez négocier, vous pouvez engager une discussion, vous pouvez essayer d'établir quelque chose. Quelqu'un qui est déséquilibré mentalement, c'est pas possible. Genre les terroristes sont pas déséquilibrés, ça dépend beaucoup. Genre, il y a plein de terroristes qui savent très bien ce qu'ils font, ils sont pas déséquilibrés. Résolument, on n'arrivera pas à le raisonner, donc Genre, tous les terroristes sont pas des schizophrènes en paranoïa, hein. il faut provoquer la... Au contraire. Surtout que la BRI va découvrir très vite qu'il n'y a pas qu'un seul otage, mais deux. À 15h45, quand le faux livreur marche dans le couloir, il passe à côté de plusieurs bureaux. Celui d'Agnès. Vraie question, je vois pas en quoi ça s'inscrit pas dans un contexte, dans un process terroriste. Bah, je pense que... Après, moi, j'y connais rien, et puis terroriste, ça veut un peu tout et rien dire en vrai, tout le monde. Mais je pense que la différence, c'est que quand t'es terroriste, tu es affilié à une organisation terroriste. Je pense que il doit y avoir une distinction à faire. Et elle est importante quand t'es un flic qui est en train de gérer cette situation, tu vois. C'est est-ce que le mec, il a le soutien et le support d'une structure organisée, ou est-ce qu'il est vraiment seul tout dans son délire et surtout, genre, voilà, est-ce qu'il va avoir des alliés? Est-ce qu'il va... Enfin, je pense... Enfin, à mon avis, du point de vue des flics, je pense que c'est pour ça que la différence est importante et c'est ça qu'ils mettent comme distinction. Puis ça change aussi quelque chose. Genre, un islamiste, tu sais ce qu'il veut. Un mec comme lui,
je comprends que ça crée une dimension d'instabilité supplémentaire qui change la manière dont tu gères ce genre de prise d'otage, tu vois. Terroriste, c'est politique. Bah, je pense qu'il y a aussi cette dimension-là dans le terrorisme. Au-delà de la stricte organisation, je pense qu'il y a aussi une dimension qui se veut politique. Dans ma tête, c'était brainwash, j'étais pas super équilibré. Mais en fait, c'est un autre truc qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a plein de terroristes qui sont pas du tout brainwash. Hein. Enfin, c'est genre, je vais pas rentrer dans le détail du sujet, mais t'as énormément de gens qui se font radicaliser par des organisations qu'on pourrait qualifier assez facilement de terroristes. C'est surtout genre, ils ont perdu toute leur famille dans un truc d'ingérence internationale, d'un truc impérialiste. Genre, leur village a été rasé par la CIA, par exemple, ce genre de truc, tu vois. Bah, derrière, oui, effectivement, t'as envie de te venger, tu vois. Mais c'est pas... il est pas brainwash. Pour moi, faut comprendre la dimension profonde de comment tu motives des gens aussi, et c'est quoi les origines, vraiment, du terrorisme. Et pour moi, les terroristes, c'est comme les nazis. Tu fais très bien de le dire, Matt. Ils ont pas le cerveau lavé, hein. Genre, c'est des gens, hein, pour la plupart, comme nous, hein. C'est Blanche, les deux productrices qu'on a vues plus tôt, mais aussi celui de Tiffany, en plein montage d'une vidéo à ce moment-là. À cette époque, la porte du bureau est souvent fermée pour travailler dans le calme. Et quand Tiffany entend l'homme crier et se battre, contrairement aux autres, elle va pas réussir à sortir, les fenêtres du bureau étant restées fermées à clé ce jour-là. Cachée derrière un meuble, elle va réussir à contacter son copain, et avec ses indications, elle va avoir, sans le vouloir, un rôle clé pendant cette prise d'otage. Là, c'est une source de renseignement inestimable. Cette personne peut nous donner du renseignement pour nous dire où se trouve le preneur d'otage, quelle est la situation à l'intérieur, tout en essayant de garder à l'esprit qu'il faut qu'elle ne prenne pas de risques. Le preneur d'otage n'ayant pas ouvert son bureau, il ignore qu'elle est là, à quelques mètres de lui. Le preneur d'otage, on n'en avait pas conscience. Oui, ouais, bien aussi. Mais, bon, je laisse couler un peu la vidéo, mais c'est vrai aussi, genre, pour des gens comme Donald Trump ou Netanyahou, c'est pas des fous, hein. Bon, en vrai, Trump, on pourrait se poser la question de s'il est pas un peu sénile. Mais c'est encore autre chose. Mais ça faisait en réalité 2 otages potentiels. À ce moment-là, pour réussir leur plan d'extraction, sa présence dans les locaux doit absolument rester secrète. S'il est branché sur des chaînes d'information à la télé et que... Heureusement que la télévision, cette fois-ci, a pas partagé l'information, hein, contrairement à d'autres prises d'otages où c'est arrivé. Là aussi, la présence des médias donne trop d'informations au preneur d'otages. Ça peut induire chez lui une réaction qui n'était peut-être pas celle prévue initialement. C'est simple, si l'information fuite dans les médias et que le preneur d'otage la prend, elle court un énorme risque. BFM TV. Cette dernière information, un homme serait actuellement retranché. Il retiendrait 2 otages. Pour l'instant, donc, nous avons confirmation qu'il retient 2 personnes. 2 personnes en otage au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Il a un briquet, il y a de l'essence, il y a des otages. La question se pose pas, il faut intervenir à ce moment-là. Dans le prochain épisode, le compte à rebours est lancé et la moindre erreur peut tout changer. Il y a des vapeurs d'essence là qui se développent depuis un moment. Si vous mettez des grenades ou des munitions, il y a un risque d'explosion. Donc on a un risque important que tout s'embrase et qui mette le feu tout simplement à l'immeuble. La moindre étincelle peut tout faire exploser. Le preneur d'otage va devenir de plus en plus agressif. Et ça va obliger la BRI à déclencher en urgence l'assaut final. Ils avaient quand même face Ça a quand même l'air d'une grosse idée de merde là comme ça, non? à eux 2 personnes qui étaient menacées de mort, donc j'ai donné l'ordre de passer à l'assaut. Les médias, c'est des teuteux. Oh oui, non mais... La suite est déjà sortie? Non, ça sort demain. Ouais, ça sort demain. Il va falloir que vous restiez... soit vous allez voir vous-même, soit vous m'attendez du coup pour mater la suite, hein, évidemment. Mais parce que là, moi, je suis... oh, je suis dedans, hein. Ah, elle est bien la vidéo. Ah, c'est bien fait, hein. Franchement, Ludoc, gros GG sur le montage, la réalisation, le storytelling, toute la vidéo est ultra qualitative, hein, ça fait plaisir à voir.
Ça fait du bien aussi, quand on sort un petit peu des lores de gauchistes, d'avoir des trucs bien réalisés. Quoique après, la vidéo de l'hydromiltète était vraiment bien réalisée aussi, pour le coup. Ça nous changeait un peu d'habitude. Bon, t'as menti, on n'a pas eu notre dose de yaoi.